Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Nouvelle attaque à Tombouctou dans le nord Mali. Un soldat malien a été tué, 4 assaillants également. C'est un camp de la MINUSMA qui a été visé. Les autorités du pays affirment avoir sécurisé la zone. Précision de notre correspondant dans un instant. Le Zimbabwe se déclare en état de catastrophe naturelle. La forte sécheresse qui touche le pays a détruit les récoltes, asséché les réserves d'eau. Le pays ne sait plus comment nourrir sa population. Et puis, les Africains ont choisi le Bahreïnien Shir Salman comme leur candidat à la présidence de la FIFA. Pas de soutien donc pour le seul candidat du continent, Tokyo Servale. Et football toujours, vous verrez l'entraînement de l'équipe de Maïdougouri au Nigeria. Un bol d'air dans cette ville dévastée par les attaques de Boko Haram. La paix dérange au nord Mali, ce sont les mots du chef de la mission de l'ONU dans le pays. Réaction suite à l'attaque contre un camp de la MINUSMA à Tombouctou. Un militaire malien a été tué ainsi que 4 assaillants. Une attaque qui intervient au lendemain d'une cérémonie de restauration des mausolées de la ville de Tombouctou en présence du personnel des Nations Unies. Les précisions à Bamako de notre correspondant François Riouet. Les opérations de ratissage et de contrôle de zone se poursuivent ce soir. Les troupes de l'armée malienne sont aidées notamment par des drones et des hélicoptères, des casques bleus de la MINUSMA, casques bleus qui ont donc été attaqués tôt ce matin par un groupe d'une demi-douzaine d'hommes selon le ministre de la Défense malien. Plusieurs suspects ont été arrêtés en possession d'armes de guerre en pleine ville de Tombouctou suite à cette attaque. C'est ce que fait savoir l'armée malienne ce soir. Pour le ministre de la Défense, Thiéman Hubert Coulibaly, cette attaque terroriste est une tentative de plus pour saboter le processus de paix en cours entre gouvernement et groupes armés du nord du pays. Nous avons engagé des actions. Un certain nombre de décisions ont été prises de manière à protéger la ville. Mais nous savons que dans le processus actuel de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a des forces négatives qui ne veulent pas que l'accord soit mis en œuvre. Et ces forces-là se structurent sur certaines localités de notre pays, notamment, je l'ai dit, à Ber. C'est dans la région de Tombouctou. Malgré la présence de près de 12 000 casques bleus majoritairement déployés dans le nord du pays et d'un millier de soldats français de la force Barkhane dédiée à la lutte antiterroriste, les autorités maliennes peinent toujours à faire respecter l'ordre sur les 800 000 km² de ces 3 régions du nord. Le 8 janvier dernier, une ressortissante suisse a été enlevée en plein cœur de la ville de Tombouctou. Kidnapping plus tard revendiqué par un groupe proche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et autre attaque, cette fois en Somalie, à Mogadiscio. 3 personnes ont été tuées dans un attentat visant un employé de l'aéroport. Il a, lui, survécu à l'attaque. Un attentat qui intervient alors que la police somalienne enquête sur l'atterrissage d'urgence d'un avion de ligne mardi, à la suite d'une explosion à bord. Les autorités veulent déterminer si un engin explosif est à l'origine de cet incident. En Guinée, un journaliste aurait été tué par balle à Conakry lors d'affrontements entre partisans de l'UFDG, le principal parti d'opposition. Information de nos confrères de Jeune Afrique. Ces affrontements opposaient les partisans de Cellou Dalein Diallo et Bahouri, après que ce dernier, de retour d'exil, a été exclu du parti. La sécheresse ne cesse de causer des ravages en Afrique australe. Après l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, c'est au tour du Zimbabwe d'être affecté. Le pays peine désormais à nourrir sa population et s'est déclaré vendredi en état de catastrophe naturelle. Les réservoirs d'eau sont à moitié vides dans le pays et plus de la moitié des récoltes sont perdues. Shirley Sidbon. Le grenier du sud de l'Afrique est à sec. Toute la région avait l'habitude de se tourner vers le Zimbabwe dans les années de mauvaises récoltes. Mais cette année, c'est le Zimbabwe qui subit la sécheresse. L'année dernière, il a plu un petit peu et nous avons réussi à cultiver quelques plantes. Mais cette année, c'est vraiment difficile. L'une des causes de la sécheresse qui frappe toute la région cette année, le phénomène El Niño. L'Éthiopie est affectée, tout comme l'Afrique du Sud. Mais au Zimbabwe, le phénomène n'est pas nouveau et certains accusent le gouvernement de mal gérer les terres et l'eau. Un quart de la population a besoin d'aide alimentaire urgente. La plupart des gens vont en Afrique du Sud pour trouver de la nourriture, parce qu'il n'y a pas assez d'aide humanitaire pour tout le monde. Pourtant, il y a de la nourriture dans les magasins, mais une grande partie de la population n'a pas les moyens de l'acheter. Vendredi, le président Robert Mugabe a déclaré l'état de catastrophe naturelle, une décision qui pourrait encourager les donateurs à apporter plus de soutien au pays.
Les donateurs ont peu de moyens et doivent choisir les régions les plus durement touchées. La déclaration d'état de catastrophe naturelle mettra en lumière la région du Zimbabwe et du sud de l'Afrique. Et la communauté internationale verra bien que c'est une crise majeure. Depuis les années 2000, le pays a évité des crises alimentaires grâce à l'aide envoyée principalement par les États-Unis et l'Europe. Les deux ont promis d'augmenter leur assistance au Zimbabwe cette saison. Et on passe à ce scandale révélé par Wikileaks et qui met en cause Areva. Le géant du nucléaire est accusé d'avoir mis en danger ses employés dans la mine d'uranium de Bakouma en Centrafrique. Le rapport précise que les foreurs en contact avec la matière radioactive ne disposaient d'aucun moyen de protection et dénonce également des conditions d'exploitation néocoloniales. Areva a répondu que les employés du site avaient des tenues de travail adaptées et bénéficiaient de séances de sensibilisation régulières sur la sécurité. Amnesty International France dénonce la répression à Djibouti. Au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Paris, Amnesty et la Ligue djiboutienne des droits de l'homme parlent d'une trentaine de victimes lors des affrontements du 21 décembre dernier. Affrontements entre forces de l'ordre djiboutiennes et des membres de l'opposition qui avaient, selon le gouvernement, provoqué la mort de 7 personnes. On écoute Saïd Houssen Roblé, député du parti USN, blessé lors de cette manifestation. Moi-même, j'ai été blessé par balle, une dans la gorge et une autre dans l'épaule. Et il y avait aussi mon ami, l'ancien ministre des Affaires musulmanes djiboutiennes, M. Hamed Abdel Sultan, qui est blessé par balle et qui porte toujours encore ses plaies ouvertes. 2 plaintes ont été déposées à la CPI, une plainte concernant le massacre du 21 décembre 2015 et une autre plainte au nom de la LDDH pour dénoncer les abus et les violences et les saccages qu'a subi la LDDH. Le député USN au micro de Khalid-Houssi. La Confédération africaine de football a apporté son soutien à la candidature du Bahreïnien Shir Salman pour la présidence de la FIFA, annonce faite lors d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Kigali. La décision a été prise à l'unanimité. Le seul candidat africain, Tokyo Servalé, ne dispose donc d'aucun soutien. Mais présent à cette réunion au Rwanda, il reste quand même confiant. Écoutez. Il y a 54 fédérations sur ce continent et beaucoup d'entre elles feront leur propre choix. Moi, je suis un démocrate et nous devons tous l'être. Et les fédérations ont toutes les raisons de faire leur propre vote, car les fédérations ne sont pas envoyées à Kigali, à Johannesburg ou à Moscou ou au Caire. Les fédérations sont envoyées à la FIFA. Et on reste dans le football, mais au Nigeria, cette fois, avec le courage de l'équipe de foot de Maiduguri, les El Kanemi Warriors espèrent jouer à domicile pour la prochaine saison, après 2 années d'exil à cause de Boko Haram. La ville de Maiduguri est le berceau de la secte islamiste, mais les efforts déployés par l'armée pour contrer les insurgés rassurent les joueurs. Pour l'équipe, pouvoir recevoir à domicile leur donnerait des ailes. Reportage. Les islamistes de Boko Haram les empêchent de jouer à domicile depuis 2 saisons. Mais à quelques semaines de la reprise du championnat, les El Kanemi Warriors de Maiduguri reprennent l'entraînement dans leur ville. Ils espèrent bien affronter les clubs nigérians à domicile et prouver ainsi qu'une paix fragile est de retour. On espère intégrer les meilleures équipes du continent. Ça fait un bout de temps que la ville est pacifiée, près de 3 ans maintenant. Les seules attaques qui ont lieu à Maiduguri, c'est à l'extérieur de la ville, pas à l'intérieur. Même enthousiasme parmi les supporters, une quarantaine d'irréductibles suit le club dans tous ses déplacements, risquant au passage leur vie sur les routes piégées par les islamistes. Tout le monde est heureux que notre équipe soit de retour en ville. Pendant presque 3 ans, nous n'avons pas vu notre équipe adorée. Nous étions toujours sur les routes de Kano à Katsina, toujours à faire des allers-retours. La décision du retour du championnat à Maiduguri est désormais entre les mains de la Ligue nigériane de football. Les 19 autres clubs devront également accepter de se déplacer dans le nord-est du pays. Mais le retour du foot serait un message fort des progrès de la lutte pour reprendre le contrôle de la région des islamistes de Boko Haram.
Ne manquez pas, ce samedi, l'émission Reporter qui vous propose un reportage exceptionnel sur la folle ambition du groupe Bolloré en Afrique de l'Ouest. Une immense boucle ferroviaire de 3000 km à travers 5 pays. Entre instabilité politique et problèmes de sécurité, le projet n'est pas sans embûches ni polémique. C'est un reportage des correspondants en Côte d'Ivoire, Anna Sylvestre-Renner et Arnaud Froger, avec la correspondante au Bénin, Emmanuel Sodji. Diffusion ce samedi à 21h10, heure de Paris. Mais pour l'heure, restez avec nous. Paris Direct continue sur France 24.